Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est l'un des volets de la politique sociale du président Macky Sall. La couverture maladie universelle, car c'est de cela qu'il s'agit, revêt un intérêt évident au regard de l'importance de la santé dans les politiques publiques. Alors, ce numéro Point de vue reçoit dans ce cadre le directeur général de l'Agence de couverture maladie universelle, Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, notre invité est par ailleurs membre du bureau politique de l'Alliance des forces de progrès. Bonjour Cheikh. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le plaisir pour moi. D'abord, on va essayer de mieux comprendre. Puisqu'il y a quelques mois, des informations faisaient état de 80% des cibles qui ignoraient le concept, alors que 20% n'en avaient qu'une idée. Alors, qu'est-ce que la couverture maladie universelle? Oui, merci Wang Ying. Merci pour l'opportunité que vous offrez à l'Agence de la couverture maladie universelle d'exprimer aujourd'hui son point de vue sur la manière dont le programme est en train d'être conduit, de mieux l'expliquer aux Sénégalais. Je dois dire que je ne sais pas d'où viennent ces chiffres. C'est dans la presse. Cette étude qui dit que 80% des Sénégalais ne savent pas ce qu'est la couverture maladie universelle. Mais je dois dire que ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre par le fait que la couverture maladie universelle, c'est quand même quelque chose de nouveau dans le pays. Nouveau à l'échelle de l'histoire, je veux dire. Ce n'est que depuis 3 ans qu'on en parle dans ce pays. Et il faut dire que, du point de vue du pilotage de ce programme, une cellule du ministère de la Santé et de l'Action sociale était en charge du pilotage du programme de couverture maladie universelle. Et évidemment, une cellule qui n'avait pas tous les moyens qu'il faut pour mettre en œuvre cette politique, notamment qui n'avait pas tous les moyens qu'il faut pour les activités de communication. Et c'est pour cela justement que M. le Président de la République a pris la décision de créer l'Agence de la couverture maladie universelle, ce qui permet d'avoir un dispositif institutionnel plus pertinent, mais ce qui permet également d'avoir plus de moyens, notamment pour la communication. Et c'est donc dans ce cadre-là que je peux dire aujourd'hui que nous allons mettre en œuvre un programme de communication, un plan de communication qui va justement toucher les Sénégalais et qui va leur permettre de mieux comprendre ce qu'est la couverture maladie universelle et qui va leur permettre également de comprendre ou de savoir comment faire pour adhérer aux mutuelles de santé et pour s'impliquer effectivement. Mais je dois dire que la cellule avait déjà quand même fait un travail. Il y a eu un travail qui a été fait, un travail de communication qu'il faut saluer, mais un travail qu'il faut renforcer. Alors, votre question est de savoir ce qu'est la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle, c'est un programme qui est mis en œuvre aujourd'hui dans le pays sur instruction du président de la République et qui constitue, disons, l'un des engagements les plus forts du président de la République dans le domaine social. Et dans ce domaine, donc, le président de la République a estimé que les Sénégalais, pour la plupart, il a constaté que les Sénégalais, pour la plupart, ne disposent pas d'une couverture du risque maladie. Ils n'ont pas une assurance. Ils n'ont pas une assurance comme vous, qui êtes probablement couvert par l'IPM de la RTS. Ils n'ont pas une assurance comme les agents de l'État qui bénéficient du système des imputations budgétaires. Ils n'ont pas une assurance comme les personnes privilégiées qui peuvent bénéficier d'une assurance privée. Et il a estimé qu'il était important de mettre en place un programme qui permette à ces Sénégalais d'avoir accès à une assurance pour pouvoir accéder aux soins de santé et pouvoir payer sans avoir de problème. Mais il a estimé également qu'il y a une grande frange de la population sénégalaise qui est constituée de personnes qu'il faut aider. Donc des personnes auxquelles il faut offrir un accès gratuit aux services de santé. C'est ça. Et c'est donc dans ce cadre qu'il a mis en place ce programme qui comprend plusieurs volets. Le premier de ces volets, pour ainsi dire, est le volet de la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Le président de la République a pris la décision de rendre gratuits les soins pour les enfants de moins de 5 ans. Cela veut dire que quand une mère amène son enfant de moins de 5 ans dans une structure publique, elle ne paye pas un franc pour sa prise en charge. Et pour le moment, c'est dans les postes et centres de santé publics. Et nous avons obligation de prolonger justement ces services au niveau des hôpitaux. Il est clair quand même, il faut le dire, aujourd'hui, pour ce qui concerne les consultations en référence, c'est-à-dire quand vous amenez votre enfant au centre de santé et que le médecin
vous fasse un mot pour que l'enfant soit référé au niveau de l'hôpital, quand vous montrez ce mot, vous ne payez pas la consultation. Vous payez tout le reste. Oui. C'est bon à savoir parce qu'effectivement, dans les structures de santé que vous avez citées, cette gratuité de la petite enfance est bien effective, mais on n'arrive pas souvent à faire la part des choses entre la consultation et les médicaments ou autres. Oui, je répète que pour les postes et centres de santé, la consultation est gratuite, les médicaments sont gratuits et l'hospitalisation est gratuite quand la personne doit être hospitalisée dans un centre de santé. Maintenant, quand on arrive au niveau de l'hôpital, ce qui est gratuit pour le moment, c'est la consultation en référence, donc quand l'enfant est référé, et la consultation en urgence. Mais la directive du président de la République, c'est qu'on arrive à un niveau où même les services hospitaliers seraient couverts. C'est vers ça que nous allons. Mais la démarche se veut progressive, elle se veut réfléchie et scientifique. Ça veut dire qu'on ne va pas faire comme ce qu'on a vu avant, où on prend des initiatives, on dit c'est gratuit, allez-y. Et après, il y a des problèmes. Non. Oui, parce que c'est ça le problème. Parce que le profane peut se dire, mais on a dit que c'est gratuit, je vais au centre de santé et voilà, je peux me faire consulter sans problème. Quand c'est un enfant de moins de 5 ans, effectivement, il est consulté et il ne paye pas. On lui donne des médicaments, il ne paye pas, ou ses parents ne payent pas. S'il doit être hospitalisé, on ne paye pas. Maintenant, si c'est le médecin qui est au niveau du centre de santé qui décide de l'envoyer à l'hôpital, quand il arrive, il ne paye pas la consultation, mais il paye tout le reste. Et quand c'est une urgence, on ne paye pas pour la consultation, on paye tout le reste. Ça, c'est un volet important. Un second volet, c'est la gratuité des soins pour les personnes de 60 ans et plus, plus connu sous le nom de plan Sésame, qui existe quand même depuis longtemps. C'est avant 2012. Mais ce programme connaissait un certain nombre de problèmes, parce qu'il était sous-financé et il y avait beaucoup de problèmes, des dettes qui étaient de l'argent qui était dû aux hôpitaux. Voilà, qui plombaient le fonctionnement des hôpitaux. Alors le président Macky Sall a constaté que ce programme est un bon programme et il l'a maintenu, mais ce qu'il a ajouté, c'est qu'il l'a financé. Aujourd'hui, nous avons des financements qui permettent vraiment de faire fonctionner correctement le plan Sésame et nous sommes en train de le relancer. La question qui pourrait être posée est de savoir ce qu'il en est des personnes qui ont entre 5 et 60 ans. C'est ça. Pour ces personnes, le mécanisme qui est utilisé, c'est celui des mutuelles de santé. Le mécanisme des mutuelles de santé, il est simple. On peut dire que la mutuelle de santé, c'est l'IPM de ceux qui n'ont pas d'IPM. Les personnes se retrouvent au niveau de leur quartier ou de leur village, se regroupent et cotisent. Et sur la base de cette cotisation, quand une personne est malade, elle ne paye qu'un cinquième des services et c'est la mutuelle qui paye les 80%, donc les 4 cinquièmes. La cotisation est de 7 000 francs par personne et par an, mais le président de la République a décidé de faire subventionner cette cotisation à hauteur de 50% par l'État. Cela veut dire que les personnes, au lieu de cotiser 7 000 francs, ne cotisent que 3 500 francs. Très bien. Et donc, ceci permet d'avoir accès aux services et de ne payer qu'un cinquième. Donc, ça permet vraiment aux personnes d'accéder facilement aux services de santé. Pour les services au niveau public, pour les médicaments qui sont donnés dans les structures. Maintenant, quand il s'agit de médicaments qui sont, que vous devez acheter au niveau d'une pharmacie privée, là, c'est 50% pour la mutuelle, 50% pour la personne concernée. D'accord. Donc, voilà le dispositif global. Très bien. Mais le président de la République a quand même constaté, il le sait, parce qu'il a quand même parcouru le pays à plusieurs reprises, il sait qu'il y a quand même des personnes qui ne peuvent pas cotiser 3 500 francs. La personne que vous voyez au coin de la rue devant le feu rouge qui est en train de demander l'aumône, cette personne ne peut pas cotiser 3 500. Et pour cette personne et les membres de leur famille, le président de la République a pris la décision de rendre les soins gratuits. Les soins seront gratuits pour ces personnes, les médicaments également seront gratuits. Et c'est dans ce cadre qu'il nous a demandé de prendre en charge les personnes bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale et les membres de leur famille. D'accord. Vous savez, ce sont des personnes qui bénéficient d'une allocation de 25 000 francs par trimestre, une allocation qui leur permet quand même de régler un certain nombre de problèmes. C'est important parce que ce sont des personnes qui ont 100 000 francs par an comme allocation, comme subvention. Mais quand vous allez dans le pays profond, vous voyez des gens qui n'ont pas, dont les revenus monétaires annuels n'excèdent pas 150 000 francs. Quand quelqu'un n'a pas 150 000 francs l'an, quand vous lui donnez 100 000 francs, vous l'avez vraiment aidé. Vous l'avez presque aidé à doubler ses revenus. Bien. Alors ces personnes, en plus des 100 000 francs qu'elles reçoivent de l'État à travers la délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, reçoivent au niveau de l'agence ou au niveau du programme de la couverture de maladie universelle
des soins gratuits et des médicaments gratuits. Ça veut dire que les bénéficiaires de bourses familiales sont éligibles à la couverture maladie universelle. Les ménages, tous les membres de ces ménages-là. L'exemple le plus probant aujourd'hui, c'est que le jeudi 11 juin, nous allons lancer à Kaolack le démarrage de la prise en charge des membres des familles bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale. Alors, il y a eu 50 000 personnes qui ont été enrôlées dans ce programme en 2013 par la Délégation générale à la protection sociale. Nous avons commencé à enrôler ces personnes et les membres de leur famille dans les mutuelles de santé. Et les 50 000 autres de 2014 aussi vont suivre, ce qui fait que cette année, nous allons enrôler 100 000 ménages dans les mutuelles. C'est avec une moyenne de 8 personnes par famille. Ça veut dire que cette année, nous allons enrôler 800 000 personnes qui seront dans les mutuelles de santé et qui vont bénéficier des services de santé gratuitement. En fait, ce sont ces personnes que vous et moi rencontrions dans la rue ou dans nos quartiers, qui nous demandaient de l'argent parce qu'ils n'avaient pas de quoi acheter une ordonnance, qui nous demandaient de l'argent parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les frais d'un médecin. Eh bien, ces personnes, maintenant, vont accéder aux soins de santé gratuitement. 800 000 personnes cette année. Le programme de bourse de sécurité familiale envisage d'enrôler 100 000 personnes supplémentaires cette année. Les 100 000 personnes qui vont être enrôlées cette année vont être enrôlées dans les mutuelles à partir du 1er janvier 2016. Et l'objectif du gouvernement étant d'enrôler 250 000 familles dans le programme de bourse de sécurité familiale, nous allons donc enrôler 250 000 familles multipliées par 8 personnes. Donc 2 millions de personnes à l'horizon 2017 vont bénéficier gratuitement des services de santé, soit à peu près 15% de la population. Cela ne s'est jamais fait en Afrique. Jamais en Afrique, il n'y a eu un pays où un président de la République a décidé que les 15% des citoyens les plus démunis bénéficieraient gratuitement des services de santé, bénéficieraient gratuitement des médicaments. Un pays comme le Rwanda a fait des efforts importants en matière de couverture, mais il n'est pas arrivé à un taux de 15% de la population couverte gratuitement. Le Ghana est en train de faire des efforts importants, mais il n'est pas encore arrivé là. Oui. Et qu'est-ce que ça fait sur l'objectif de départ? Parce qu'on le sait, c'est un objectif de 75% de taux de couverture qui était visé à l'horizon 2017. Oui. Alors, aujourd'hui, à l'état où nous parlons, c'est vrai qu'il serait superflu peut-être de faire un bilan, mais le point nous donne quel résultat exactement? Oui, nous avons présenté des résultats lors du dernier conseil présidentiel sur le plan Sénégal émergent. Parce que, vous le savez, et il faut le rappeler, le plan Sénégal émergent est basé sur une vision qui est la suivante, c'est celle d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, avec une société solidaire. J'insiste sur ça. Oui. Avec une société solidaire et un état de droit. Mais une société solidaire, c'est une société dans laquelle, justement, les plus pauvres devraient avoir accès à tous ces services qui sont des services de base. C'est la dimension sociale. C'est la dimension, le pilier, un des piliers fondamentaux. Qui est une dimension très forte, qui est de dire que le Sénégal, dans le cadre de sa marche vers l'émergence, n'acceptera pas que certains de ses fils soient au bord de la route. C'est tous les Sénégalais qui doivent entrer dans le terrain de l'émergence et avancer. Alors, nous avons aujourd'hui à peu près 11%. Je dois dire qu'il y a une étude qui va être faite par l'agence dès que ces structures seront en place pour avoir des indications très précises sur les différentes données. Mais les évaluations qui ont été faites et les études, les rapports qui existent, montrent que, disons, 11% des Sénégalais sont aujourd'hui couverts par les systèmes formels, que sont les systèmes des imputations budgétaires et des IPM. Donc ce sont les membres des familles de personnes qui travaillent dans le secteur privé ou qui travaillent pour l'État. C'est eux qui représentent les 11%. 11%. Il y a 15% d'enfants de moins de 5 ans qui bénéficient gratuitement des services de santé. Si vous enlevez les enfants de moins de 5 ans qui sont déjà dans des ménages où il y a les imputations budgétaires et qui sont couverts par les IPM, il vous reste 13%. Donc 11% qui sont couverts par le secteur formel, 13% d'enfants de moins de 5 ans, on se retrouve à 24% de personnes qui bénéficient d'une couverture. D'accord. À ces 24%, vous ajoutez 6% de personnes de 60 ans et plus qui bénéficient du plan Sésame, on arrive à 30%. Nous avons évalué le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans les mutuelles communautaires à 2% environ, en attendant d'avoir des chiffres précis, parce que nous allons faire une évaluation précise. On se retrouverait autour de 32%. 32% de couverture. Et 32%, je ne prends pas en compte les personnes qui sont membres des ménages
bénéficiaires du programme de bourse de sécurité familiale. Je vous ai dit que nous serons à 15% à l'horizon 2017. Si au 32% vous ajoutez 15%, vous vous retrouvez à 47%. Donc le gap qu'il faut combler, c'est le gap qui va de 48% à 75%, de 47% à 75%. Oui. C'est un gap de 28 points. D'accord. Ça veut dire que l'objectif aujourd'hui est réalisable. Ah oui, bien sûr, il est réalisable. Il est réalisable parce que c'est le dispositif que nous allons mettre en place qui va nous permettre d'y aller. Premier élément qui fait que cet objectif est réalisable, c'est qu'il y a une forte volonté politique. Là où la couverture maladie universelle a marché, là où ces politiques sociales ont marché partout dans le monde, que ce soit au Brésil avec Lula, au Rwanda avec le président Kagame ou dans d'autres pays, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique très forte au niveau le plus élevé de l'État. C'est ce qui nous manquait avant 2012 et c'est ce que nous avons depuis 2012. Donc, premier élément qui nous permet de dire que nous sommes optimistes. Deuxième élément, c'est que cette volonté politique est adossée à une allocation très forte de ressources financières. Aujourd'hui, nous avons quand même des allocations suffisantes, enfin, qui nous permettent en tout cas de mettre en place le programme et de le mettre en œuvre de manière correcte. Et chaque fois que nous faisons des prévisions, ce sont des prévisions qui sont faites en liaison avec les plus hautes autorités de l'État et avec le ministère des Finances pour que ce programme ne soit pas sous-financé. Ça veut dire qu'au-delà du réalisme dont vous parliez tout à l'heure, l'objectif est en fait soutenable du point de vue des moyens financiers. Ah oui, parce que justement ce qui s'est passé, c'est que les autorités ne se sont pas contentées de dire qu'elles veulent ça, simplement. Elles ont dit, voilà ce que nous voulons, et voilà les moyens qu'il le faut. Et l'agence, justement, est un de ces moyens. Parce que l'agence, c'est le moyen institutionnel. C'est-à-dire que l'agence permet d'avoir les moyens institutionnels de mise en œuvre. Je vous donne un exemple. Avec l'agence, nous allons mettre en place un bureau dans chaque région du pays. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Avec la cellule, une cellule ne peut pas avoir des bureaux régionaux. Avec l'agence, un bureau dans chacune des régions du pays. Parce que nous considérons qu'on ne peut pas faire la couverture de maladie universelle à Salémata à partir de Dakar. On ne peut pas encadrer le développement des mutuelles de santé à Orkadiéré à partir de Dakar. Le développement des mutuelles de santé de Orkadiéré, ce développement s'encadre à partir d'un bureau qui est à Matam. Les mutuelles de Goudomp, on les encadre à partir d'un bureau qui est à Sédhiou. Voilà comment le principe va fonctionner. Donc dans 2 mois au plus, nous allons mettre en place tous les bureaux, un bureau dans chacune des 14 régions du pays, ce qui nous permettra maintenant d'avancer plus fortement dans le développement des mutuelles. Je voudrais rappeler qu'actuellement, nous sommes en train de sortir de la phase pilote, qui était une phase de développement des mutuelles, dans 14 départements du pays. Parce que, justement, pour le moment, c'était un département par région. Mais avec la création de l'agence, il a été décidé qu'on va monter maintenant à 45 départements. Maintenant, nous allons couvrir les 31 autres départements. D'accord. Et dans ce cadre d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons commencer par les CDD de la région de Thiès, un CDD à Tivaouane et un CDD à Thiès, et ce qui permettra donc de couvrir entièrement la région de Thiès. Et nous allons continuer ainsi. Oui, alors je reviens sur l'application de la gratuité, qui a peut-être une connexion avec les questions relatives aux moyens que nous évoquions tout à l'heure. Alors, des structures, on le sait, offrent leurs services en attendant d'être payées. C'est ça qui est à la norme. Mais parfois, quand même, ou du moins ce sont des informations qui nous parviennent, il y a des lenteurs peut-être de procédures liées au paiement justement de ces structures. Alors, est-ce que l'agence justement travaille dans ce sens pour éviter les problèmes qu'on a eus dans le passé? On sait que, vous en parlez tout à l'heure d'ailleurs, que le plan Sésame par exemple a eu beaucoup d'effets sur la marche des structures de santé au point que ces structures-là avaient des problèmes. Oui, vous avez raison, effectivement. Le problème du paiement dans le cadre des gratuités est un problème important qui ne se pose pas simplement au Sénégal, mais je veux dire partout en Afrique et dans les pays en développement. La littérature scientifique montre qu'un des grands problèmes justement est à ce niveau. Quand vous dites que c'est gratuit, les personnes se font soigner gratuitement. Les structures de santé envoient leurs factures au ministère de la Santé ou au ministère des Finances. Si le processus de paiement est lent, ça crée des problèmes au niveau des structures. Parce qu'une structure qui attend d'être payée pendant 6-8 mois a des problèmes de fonctionnement. Un pays comme le Niger a connu des problèmes importants de ce point de vue. C'est l'exemple qui est souvent donné. Et donc, le Sénégal, évidemment, devrait éviter ça. Avec le plan Sésame, avant 2012, malheureusement, nous avons connu cette situation. Aujourd'hui, nous traînons encore des dettes du plan Sésame.
Et nous nous engageons, nous nous sommes engagés à apurer cette dette. Oui. Parce qu'on ne peut pas accepter que des structures de santé, structures publiques de santé, soient dans une situation difficile parce que l'État leur doit de l'argent. Donc cette dette qui a été contractée par l'État sénégalais avant 2012, nous allons la payer. Parce que c'est notre mission, c'est notre devoir. Au-delà du paiement, tirer les enseignements. Absolument. Oui. Et justement, la création de l'agence est une leçon de ce point de vue. Parce que la situation se pose à un double niveau. Il y a d'abord qu'avec le plan Sésame, que pour le plan Sésame avant 2012, le problème, c'est que les structures envoyaient leurs factures au ministère de la Santé, mais l'État n'avait pas pris les dispositions pour qu'il y ait assez d'argent. Il n'y avait pas d'argent pour payer. Voilà la situation d'avant 2012. Aujourd'hui, il y en a. Aujourd'hui, nous avons un problème de mécanisme. Je vous donne un exemple. Il y a 2 jours, j'ai reçu une facture qui est venue d'un médecin-chef de région, une facture datée du 27 mai. Le 27 mai, il n'y a pas longtemps. Et c'est une facture pour le paiement de prestations qui ont été fournies par les structures de sa région, il me dit pour les 3e et 4e trimestres de 2014. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que ce monsieur qui est dans un poste de santé, il a envoyé ses factures depuis longtemps, et justement le processus administratif a été tellement lent que les factures nous arrivent tard au niveau du ministère de la Santé, et il y a donc des problèmes à ce niveau. Parce que simplement le médecin de district va attendre que toutes les structures de santé envoient leurs factures d'abord. Malheureusement, ça veut dire qu'on avance au rythme du plus lent d'entre eux. Et ça se répercute jusqu'à un niveau plus élevé. Alors ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'agence, c'est que nous allons changer radicalement le dispositif. À partir du moment où nous avons un bureau au niveau de chaque région, eh bien les factures vont être envoyées à ce bureau. Et c'est au niveau de ce bureau que le contrôle primaire va se faire. Et dès que le contrôle va se faire et que le responsable du bureau va considérer que les factures sont sincères, qu'il n'y a pas de problème, on va donner l'ordre immédiatement, l'ordre de paiement. Et maintenant, les factures vont remonter à Dakar pour un second contrôle. Si on fait un second contrôle et qu'on se rend compte qu'on a donné à quelqu'un 320 000 francs de plus, ça ne pose pas de problème. On prend ça sur sa prochaine facture. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un dispositif bureaucratique qui bloque les choses. Le dispositif, il va marcher. Et chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a un trop payé, pour ainsi dire, eh bien, on le récupère. Quand quelqu'un vous envoie des factures une fois par mois, vous n'avez pas de problème pour récupérer ce qui doit être récupéré. Donc, c'est un peu ce dispositif qu'on va mettre en place et qui va permettre d'aller très vite. En d'autres termes, accélérer la procédure pour quand même payer ces structures qui offrent... Ah oui, parce que quand même, nous nous occupons de la demande. Notre mission, c'est de solvabiliser la demande. C'est-à-dire de créer les conditions pour que ceux qui vont vers les services de santé soient solvables et de quoi acheter les services. D'accord. Mais nous devons aussi nous soucier de ce qui se fait au niveau de l'offre. Il faut que les structures de santé produisent des services et qu'ils les produisent bien, que ce soit des services de qualité. Mais pour que les services soient produits, il faut que ces structures aient de l'argent. Donc l'argent que nous recevons et qui nous permet de payer, il doit être disponible très tôt et les choses doivent se faire très tôt. D'accord. Alors, lorsqu'il a été lancé, le programme a été conduit et dirigé par une cellule. Avant la mise sur pied de l'agence que vous dirigez, en définitive, on peut se poser la question de savoir pourquoi fallait-il créer cette agence, la pertinence de la création de l'agence aujourd'hui en lieu et place d'une cellule. Oui, je pense avoir répondu partiellement à la question tout à l'heure, oui. En disant quelles étaient les limites institutionnelles de la cellule, les limites du point de vue de du dispositif de communication, les limites du point de vue du dispositif institutionnel simplement. Aujourd'hui, avec l'agence, nous serons présents dans chacune des capitales régionales, ce n'était pas possible avec la cellule. Avec l'agence, nous avons aussi la capacité d'accéder à des ressources humaines de très grande qualité, en plus des ressources humaines qui sont disponibles aujourd'hui. Parce que justement, les conditions salariales et autres étant beaucoup plus intéressantes, ça nous permet d'accéder à des ressources humaines qui peut-être ne pouvaient pas être des ressources humaines disponibles pour la cellule avant. Vous allez renforcer l'expertise. Ah oui, il faut renforcer l'expertise, parce que la conception que nous en avons, c'est que c'est le gouvernement et les structures gouvernementales qui doivent mener les politiques dans ce pays. C'est comme ça que ça doit se passer. Dans les pays qui se respectent, le pilotage se fait par le gouvernement et les structures gouvernementales. Maintenant, les agences partenaires, que ce soit du système des Nations Unies, les organisations bilatérales, viennent nous aider. Mais nous devons assurer le pilotage d'un point de vue politique, nous devons dire où on va. Mais pour assurer un pilotage politique, il faut avoir l'expertise. Malheureusement, si l'expertise coûte cher, évidemment, donc ça veut dire que l'agence sera dotée de moyens conséquents. Mais évidemment, c'est pour ça justement qu'il y a eu une agence, c'est pour qu'elle ait des moyens pour avoir le personnel disponible actuellement pour pouvoir l'utiliser dans de meilleures conditions, parce qu'il y a quand même des personnes qui travaillent dans cette cellule, qui travaillent dans des conditions difficiles,
et qui ont fait ce travail qui a permis d'accéder à ces résultats. Si on a aujourd'hui la possibilité de les mettre dans une situation où ils seront mieux traités, ça va être une excellente chose pour le programme et pour le pays. Mais en plus, si nous parvenons également à attirer des ressources humaines de qualité supplémentaire, ça va permettre au programme d'avoir les ressources qu'il faut, surtout les ressources humaines, pour véritablement piloter la chose au plan technique, pour assurer un vrai leadership technique. Parce que pour assurer un leadership technique, il faut justement disposer des moyens techniques qu'il faut, c'est évident. Alors l'agence, sa création se justifie pour toutes ces raisons, pour toutes les raisons que j'ai évoquées ici, mais sa création se justifie aussi par le fait que pour la première fois, nous allons mettre en place un dispositif de contrôle médical. L'un des grands problèmes de ce pays, et l'un du plan Sésame, c'est que nous avons pendant plusieurs années mis en œuvre des programmes avec justement des programmes de gratuité ou d'assurance maladie, mais sans aucun dispositif de contrôle médical. Aujourd'hui, pendant plusieurs années, nous avons, le ministère et l'État ont reçu des factures qui sont venues pour le plan Sésame, pour la gratuité des césariennes et autres, mais il n'y a jamais eu de dispositif de contrôle technique pour voir si les choses, si les factures qu'on envoie sont les bonnes techniquement. Quand quelqu'un vous envoie une facture et qu'on dit juste que c'est une prise en charge, pour une prise en charge orthopédique, mais prise en charge orthopédique, ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire que le monsieur est allé en service d'orthopédie. Mais qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y en a, etc. C'est à discuter. Le contrôle médical, c'est aussi la question de la discussion ou des négociations sur les protocoles. Quand nous disons que 50% du paiement est supporté par la mutuelle de santé pour les médicaments dans les pharmacies. Mais il faut qu'on mette en place une cellule de contrôle médical avec des médecins de très haut niveau, des pharmaciens de très haut niveau, pour discuter avec les structures et dire par exemple que si vous devez faire une prescription pour telle molécule, nous avons tel et tel médicaments qui sont disponibles dans les structures, mais étant donné que celui-là coûte 3500 francs de plus que les autres, il ne faut pas le prescrire, c'est celui-là qu'il faut prescrire. Parce que c'est la même molécule. Dans les pays où on fait l'assurance maladie, il y a ça, des protocoles à tous les niveaux. Et ça également, nous allons le faire. Et nous allons également mettre en place un dispositif d'identification. Parce que quand même, quand vous mettez des millions de personnes dans un système d'assurance maladie, si vous n'avez pas un dispositif de contrôle, le monsieur, il met sa fille dans la mutuelle, et quand sa nièce est malade, il va lui donner la carte de sa fille. Donc le dispositif de contrôle, comme cela se fait par exemple au Ghana, où il y a un dispositif d'identification biométrique. L'identification biométrique, ça coûte cher, quand même, il faut le dire. Mais nous avons aujourd'hui au Sénégal plusieurs structures qui sont intéressées à ça. La délégation à la protection sociale, le système des IPM, le système des imputations budgétaires, l'IPRES. Nous, la carte d'égalité des chances, chacun dit qu'il veut une carte. Alors ce que nous proposons, et c'est sur quoi nous voulons discuter, c'est avoir une seule carte d'identification biométrique. On va mutualiser les ressources. Et ce qui fait que quand quelqu'un vient vers une structure et qu'on met la carte, on sait par exemple que c'est la personne qui est effectivement concernée et que cette personne, si elle est dans une IPM, eh bien, on ne va pas facturer les services pour nous. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui quand une dame dont le mari travaille dans une boulangerie, son mari est donc dans une IPM, et la famille est couverte par l'IPM. Mais si la dame habite aux Parcelles Assainies, à côté du centre de santé Abdoul Aziz Sy Dabakh, quand son enfant de moins de 4 ans est malade, elle a tendance à amener l'enfant au centre. L'enfant est consulté, on lui donne des médicaments,